présenter donc un travail de recherche intitulé Renforcer l'autonomisation des patients multimorbides grâce au marketing social, le cadre LIFE. Cette étude s'inscrit donc dans la continuité de mes recherches sur les comportements de santé et plus particulièrement sur la manière dont on peut aider les patients atteints de plusieurs maladies chroniques à mieux gérer leur santé grâce à des stratégies issues du marketing social. Alors l'idée centrale, c'est que comprendre ne suffit pas pour agir. Il faut aussi se sentir capable et soutenu. Et c'est cette articulation entre littératie en santé et empowerment qui est au cœur du cadre LIFE. Alors pour bien situer le propos, on va d'abord rappeler ce qu'on entend par multimorbidité. Les auteurs Le Rest et Wallace la définissent comme la présence d'au moins une maladie chronique avec au moins une autre maladie ou un facteur biopsychosocial ou un facteur de risque somatique chez une même personne sans que une des deux ne soit nécessairement dominante. C'est une réalité de plus en plus fréquente. On estime que presque un adulte sur deux en Europe va vivre avec au moins deux affections chroniques. Ça peut combiner par exemple un diabète avec une hypertension et par moment une dépression. Ces situations ne se résument pas à une simple addition de maladies. Elles constituent vraiment une expérience de vie tout à fait différente, complexe, faite de contraintes, d'ajustements et parfois de contradictions. C'est justement cela qui rend la situation, la gestion en fait quotidienne extrêmement exigeante et c'est là que réside notre point de départ. Ce phénomène de multimorbidité, c'est vraiment un défi majeur pour la santé publique parce que nos systèmes sont historiquement construits autour de logiques monopathologiques. Chaque maladie a son spécialiste, ses recommandations, ses médicaments, mais il y a peu de coordination entre eux. Et le patient est alors un petit peu obligé de devenir le chef d'orchestre de sa propre santé et souvent sans en avoir les moyens. Il doit articuler ses rendez-vous, gérer des effets secondaires croisés, suivre des conseils qui sont parfois contradictoires. Et beaucoup décrivent un sentiment de fatigue, de confusion, voire de solitude dans cette gestion quotidienne. Donc c'est pourquoi la prévention et l'accompagnement des patients multimorbides doit être pensé et devient aujourd'hui une priorité. Notre recherche poursuit donc trois objectifs. D'abord, comprendre comment les patients multimorbides perçoivent et gèrent cette complexité, comprendre leur vécu, leurs stratégies, leurs difficultés. Ensuite, identifier les déterminants d'une meilleure littératie et d'un plus fort empowerment pour parvenir à élaborer et proposer un cadre d'intervention fondé sur les apports du marketing social et de la théorie des comportements pour concevoir des actions adaptées à la diversité de ces profils. Pour construire cette réflexion, nous avons croisé quatre approches. D'abord, celle de Corbin et Strauss avec la théorie du Chronic Illness Management qui met en évidence ce qu'ils appellent le travail de la maladie. Ensuite, le Patient Empowerment Model de Schulz et Nakamoto qui va articuler la littératie avec l'empowerment en santé. Troisièmement, le modèle Combi de Michi et Hall qui identifie les leviers du comportement. Et puis, tout cela dans le cadre du marketing social comme outil d'intervention comportementale à visée collective dans le cadre de la santé proposé par French. Alors si on rentre un petit peu plus dans le détail, selon Corbin et Strauss, vivre avec une maladie chronique, c'est faire face à quatre types de travaux, de tâches, on va dire, pour le patient. Il y a d'abord le travail de la maladie en tant que telle, qui est très concret, qui est matériel et quotidien. Il s'agit de prendre ses traitements, de suivre ses rendez-vous, de faire des examens, etc. Ensuite, il y a le travail quotidien, c'est-à-dire concilier la maladie avec
la vie personnelle, familiale et professionnelle qui continue également à exister. Le troisième, c'est le travail biographique, qui va là toucher à l'identité de la personne euh, et comment elle se perçoit à travers ses maladies chroniques, comment se penser malade sans se réduire pour autant à cela. Et puis le dernier, c'est le travail d'articulation. C'est justement réussir à coordonner ce travail de la maladie, ce travail biographique et ce travail du quotidien pour voilà, rester dans la maîtrise de ces différents éléments. Alors, ces travaux, ils ne sont pas du tout visibles et dans le système de soins, mais ils sont vraiment au cœur de l'expérience patient et du vécu de chaque individu. On le sait, la littératie en santé, c'est un déterminant central de la capacité d'une personne à bien gérer sa santé. Et ça ne se limite pas à bien savoir lire une brochure ou à comprendre une ordonnance. C'est vraiment la capacité à aller chercher de l'information, à la comprendre, à l'évaluer, et puis à l'utiliser dans des situations concrètes. Alors, les études montrent qu'une faible littératie en santé entraîne généralement davantage de complications, va entraîner une moindre observance thérapeutique et une dépendance plus forte au système de soins. Et puis évidemment, à l'inverse, une littératie élevée favorise la communication médecin-patient, va aider à une meilleure prévention et puis à une prise de décision éclairée. Alors le Health Empowerment ou autonomisation en santé est défini par l'OMS comme le processus par lequel les individus acquièrent un plus grand contrôle sur les décisions et les actions qui affectent leur santé. Autrement dit, il s'agit de passer du savoir à l'action. Et pour cela, on a évidemment des facteurs clés qui sont l'information, mais aussi le soutien social et la motivation pour passer à l'action. On a également des facteurs très importants comme l'auto-efficacité et l'autodétermination qui vont montrer que quand on internalise en fait ces éléments d'information, eh bien la motivation à agir est plus durable et amène davantage à des comportements effectifs. Le troisième modèle théorique sur lequel je m'appuie, c'est celui de Schulz et Nakamoto qui vont proposer justement de croiser la littératie en santé et l'empowerment qui va permettre ainsi de distinguer 4 profils de patients selon qu'ils ont un niveau de littératie faible ou fort et un niveau d'autonomisation faible ou fort. Alors on va avoir d'une part les patients vulnérables qui vont être faibles en littératie et faibles en empowerment. On aura des patients qu'on pourra qualifier d'autonomes mais dangereux parce qu'ils ont une faible littératie mais un fort empowerment et ils vont prendre des décisions qui ne seront pas forcément les bonnes. On aura aussi des patients dépendants, ceux qui ont une forte littératie mais un faible empowerment et qui vont donc avoir besoin du soutien des professionnels de santé. Et puis enfin, on va avoir les autonomes à forte littératie et fort empowerment qui seront plus capables de gérer leur santé de manière fiable. Alors ce modèle, il a inspiré directement le cadre LIFE comme on va le voir. Un autre modèle très important dans ce travail, c'est le modèle CONBI, qui part du principe que pour qu'un comportement change, il y a 3 conditions qui doivent être réunies. Il faut que la capacité, à la fois physique et psychologique, et compétences soient fortes. Il faut que la personne ait l'opportunité, sociale ou environnementale, ou en termes de ressources, de mettre en œuvre ce comportement. Et enfin, il faut que la personne ait l'intention et donc la motivation suffisamment forte de mettre en œuvre ce nouveau comportement. Alors, ça signifie qu'il ne suffit pas d'informer, il faut aussi donner les moyens et créer l'envie d'agir. Et donc ce modèle, il permet à la fois de poser un diagnostic et puis aussi d'orienter progressivement vers des actions où on va être amené à renforcer la capacité, la motivation et l'opportunité avec différents outils qui sont développés
dans ce qui est appelé la Behavior Change Wheel. Alors le marketing social permet justement d'intégrer toutes ces dimensions. Il s'agit d'utiliser les outils du marketing, c'est-à-dire l'analyse des publics, la segmentation, la co-création, pour favoriser des changements de comportement qui soient bénéfiques à la santé et au bien-être collectif. Alors, ce n'est pas une communication descendante, mais c'est bien une approche participative basée sur la compréhension des freins et des motivations réelles des individus. Et ça, c'est vraiment Jeff French qui a permis de montrer que le marketing social avait toute sa place dans les stratégies et les interventions en santé. Je vais maintenant présenter la méthodologie qui est une partie clé de ce travail. J'ai choisi de prendre une approche hybride, déductive, inductive. Ça veut dire qu'on n'a pas cherché à créer une théorie nouvelle à partir de zéro, mais plutôt à tester, à enrichir et à opérationnaliser des méthodes, des modèles théoriques existants, comme BI, on l'a vu, l'empowerment, etc., à partir en fait de données qualitatives. On a donc travaillé à la fois avec la théorie et à partir des discours des patients. Les données, elles ont été collectées à travers 30 entretiens semi-directifs approfondis auprès de personnes diabétiques. Alors pourquoi le diabète? Parce que c'est une maladie vraiment paradigmatique de la comorbidité. C'est une maladie chronique qui va requérir une autogestion quotidienne et elle est fortement liée à d'autres affections comme les maladies cardiovasculaires, l'obésité, la dépression, et puis elle illustre parfaitement donc les tensions de la multimorbidité. Alors on a étudié deux situations contrastées, d'abord le diabète et le tabagisme. Donc là on a interrogé 12 patients diabétiques ou prédiabétiques, fumeurs actuels ou anciens. L'objectif c'était de comprendre comment ils perçoivent le lien entre le tabac et leur diabète et quelles difficultés ils rencontrent pour arrêter. La deuxième étude, elle porte sur le diabète pendant la pandémie de Covid-19 et surtout pendant les confinements. Là, on a interrogé 18 patients diabétiques pour analyser comment la pandémie et les confinements avaient modifié leur comportement de santé, leur accès aux soins et leur bien-être. Dans les deux cas, on a utilisé des entretiens semi-directifs en suivant les 4 dimensions de Corbin et Strauss, travail de la maladie, travail quotidien, travail biographique et travail d'articulation. Toutes les interviews ont été enregistrées, retranscrites et puis analysées selon la méthode de l'analyse phénoménologique interprétative ou IPA. Cette approche, elle va permettre d'explorer en profondeur l'expérience vécue des individus en croisant leurs ressentis, leurs perceptions et leurs comportements avec l'analyse des chercheurs. Les résultats de cette collecte de données s'articulent autour de 2 grands axes. D'une part, la littératie en santé, puis d'autre part, l'autonomisation des patients. Alors je vais commencer par la littératie en santé. Premier constat, les patients rencontrés possèdent pour la plupart des connaissances de base sur leur maladie. Mais ces connaissances restent assez fragmentées. Ils savent que le diabète impose une vigilance sur l'alimentation et l'activité physique, et que le tabac augmente les risques cardiovasculaires et le cancer, mais très peu font le lien spontanément entre les deux pathologies. L'un d'eux, par exemple, me dit très simplement, non, je vois vraiment pas le lien entre mon diabète et le fait de fumer, j'ai jamais fait le rapprochement. Et quand on leur explique les interactions possibles, par exemple comment la nicotine perturbe le contrôle glycémique, la réaction est souvent celle de la surprise. Je suis choquée, je savais pas ça du tout. Et ces propos montrent bien que la littératie biomédicale au sens strict est là, les gens connaissent les grands principes. Mais alors la littératie intégrative, celle qui consiste à relier les savoirs entre eux, elle fait défaut. Autrement dit, ils savent pas mal de choses, mais ces savoirs restent dispersés et pas reliés entre eux. Deuxième point, c'est que les patients font face à une surcharge informationnelle. Alors, les messages sont nombreux, mais ils sont souvent généraux, abstraits, voire anxiogènes. Plusieurs participants ont exprimé leur difficulté à trouver l'information pertinente pour eux, qui soit vraiment adaptée à leur profil. On entend parler de prévention partout, mais moi je voulais savoir lequel des vaccins est le mieux pour un diabétique comme moi. J'ai cherché et j'ai rien trouvé de clair. Alors dans ces moments-là, beaucoup se tournent vers leurs pairs, notamment sur les forums en ligne,
On a par exemple un intervenant qui nous a dit bah, sur le groupe Kernity, je partage mes impressions et puis les autres aussi. Alors ces échanges vont jouer un rôle crucial de réassurance, mais ils posent aussi la question de la qualité de l'information, bien sûr. Les forums comblent un vide, mais ce vide ne devrait pas exister, hein. Il traduit une insuffisance de communication personnalisée dans les parcours de soins. Alors un autre résultat marquant, ça concerne la littératie numérique. La pandémie a accéléré l'usage des outils connectés, les téléconsultations, les forums, les applications de suivi, etc. Mais cette transition n'a pas profité à tous les patients de la même manière. Pour certains, ces outils-là ont été libérateurs. Grâce à mon appli, j'envoie mes résultats à mon médecin sans bouger de chez moi. Franchement, c'est plus simple. Mais pour d'autres, c'est le contraire. La technologie a généré de l'incompréhension, voire de la méfiance. On a des gens qui nous ont dit, par exemple, mais qu'est-ce que vous appelez des appareils connectés? Ces témoignages montrent que la littératie en santé, elle ne peut plus être pensée sans la littératie numérique aussi et l'aisance avec ces outils. Une mauvaise maîtrise de ces outils ou un manque de confiance dans leur usage, ça va devenir un vrai facteur d'exclusion dans l'accès aux soins. La deuxième partie des résultats, elle porte sur la question du pouvoir d'agir ou de l'empowerment. Ici encore, les entretiens ont révélé une tension constante entre l'intention et l'action. C'est un peu le paradoxe de je sais mais je fais pas. De nombreux participants ont exprimé des intentions claires, arrêter de fumer, mieux manger, marcher davantage, mais ces intentions se heurtent à la fatigue, au stress, au manque de soutien. Par exemple, je sais que je devrais arrêter, mais je ne sais pas comment faire. Et puis avec le diabète, j'ai déjà tellement à gérer. Cette phrase résume bien la charge mentale de la multimorbidité. Et quand la gestion de la santé devient une activité à plein temps, bah, l'énergie nécessaire pour un nouveau changement comportemental peut manquer. Alors certains patients ont même décrit une forme de lassitude, de découragement. On nous dit toujours ce qu'il faut faire, mais personne ne demande ce qu'on peut faire. Et c'est là qu'on voit un deuxième résultat clé qui est l'importance du soutien relationnel. Les participants, ils l'ont dit et répété. Ce qui aide à changer, c'est pas seulement le message, l'information, mais c'est la présence d'une personne qui va accompagner le processus. On a une personne qui nous a dit on fait des grandes campagnes de prévention et tout, mais il n'y a personne pour nous accompagner derrière. Il faudrait dire eh ben on va le faire ensemble, on va pas vous laisser seul, on vous suit, on est là. Puis il y a un autre qui raconte bah, ma médecin elle est très bien, mais elle n'a pas le temps. On se voit 15 minutes, c'est tout, et donc c'est pas suffisant pour parler de tout ça. Donc ces propos, ils montrent bien que l'autonomisation, c'est pas l'autonomie isolée, elle repose sur des relations continues, sur la confiance, sur la reconnaissance du patient comme acteur. Autrement dit, pour être autonome, il faut d'abord être soutenu. Le Covid, là-dedans, il a agi comme un révélateur des fragilités, mais aussi bah, des ressources dont certains disposent. Pour certains, l'isolement et la peur ont été vraiment paralysants. On a une personne qui nous a dit bah, moi, quand mes petits-enfants venaient, on portait tous des masques et ça me terrifiait. Euh, D'autres, en revanche, ont eu paradoxalement pendant cette période un moment de recentrage et parfois d'apprentissage même. On a une personne qui nous a dit pendant le confinement, j'ai eu plus de temps, j'ai fait attention à ce que je mangeais, j'ai mieux compris mes doses d'insuline, etc. Donc ça contraste vraiment le rôle de l'opportunité, au sens du modèle de Colby. Dans un même contexte de contrainte, on va avoir des gens qui, grâce à leurs ressources personnelles et sociales, vont trouver du positif, alors que d'autres, ça va être au contraire plutôt du négatif. L'empowerment, il est aussi dépendant en fait du réseau proche dont on dispose et du soutien familial, du soutien des pairs. Donc on a vu dans nos verbatims vraiment une importance de ce soutien qui est souvent sous-estimé. Il y a beaucoup de patients qui racontent comment un conjoint, un enfant ou un ami joue un peu un rôle de coach informel. On a une personne qui nous a dit bah, mon mari m'a appris à repérer des signes d'hypo et d'hyperglycémie, il me rappelle quand je dois vérifier ma glycémie. Et ces exemples-là de micro-autonomisation montrent que le pouvoir d'agir, il ne se limite pas à de grands changements, mais il va se construire dans les gestes du quotidien. Préparer un repas équilibré, poser une question au médecin, se poser des questions au sein de la famille. On a également l'importance des pairs qui
se transforment en opportunités d'empowerment quand on discute avec eux, notamment sur les forums. Les patients se sentent écoutés, reconnus, compris, légitimes entre eux, et donc ils ne se sentent pas jugés, on partage, me disent certains, on se comprend entre nous, on partage des astuces. Alors ces communautés, elles fonctionnent vraiment comme des catalyseurs de motivation. Elles apportent ce que le système de santé formel peine parfois à offrir, c'est-à-dire la présence, une présence continue, une compréhension mutuelle et un sentiment d'appartenance. Alors pour résumer, les entretiens ils vont révéler des enseignements majeurs qui traversent un peu l'ensemble du corpus. Qu'il s'agit de situations liées au tabagisme ou à la pandémie de Covid-19. Premier constat, c'est que la connaissance est morcelée. Les patients disposent d'une information abondante, parfois trop abondante, mais difficile à relier. Ils savent, par exemple, que le tabac est dangereux et que le diabète impose une discipline alimentaire, mais ils ne font pas le lien entre ces dimensions. Et donc ce déficit d'articulation entraîne une compréhension parcellaire de la santé. Deuxième constat, c'est que l'information ne suffit pas à déclencher l'action. Beaucoup de patients savent ce qu'ils devraient faire, mais se sentent découragés, dépassés ou tout simplement pas prêts. Et là, la connaissance, c'est pas le problème, c'est la mise en œuvre qui échoue. Troisième constat, c'est que l'environnement social et numérique va accentuer les écarts entre les personnes. Certains vont tirer parti des outils connectés pour suivre leur santé, et puis d'autres vont s'en sortir un petit peu exclus. La littératie numérique, c'est donc un nouveau facteur d'inégalité, au même titre que la littératie en santé au sens large. Puis le dernier constat, c'est que la motivation, elle dépend fortement du soutien humain. On l'a dit, la présence d'un soignant attentif, d'un proche ou d'un père joue un rôle vraiment déterminant dans le passage à l'action. Donc on voit bien qu'il y a un déséquilibre persistant entre les trois dimensions fondamentales du comportement. Comprendre, pouvoir et vouloir, ce sont des choses différentes et qui ne sont pas forcément bien articulées chez les patients qu'on a pu interroger. Donc c'est ce déséquilibre que nous allons maintenant analyser à travers le modèle CONBI. Alors la première dimension, la capacité, donc je rappelle, ça recouvre les compétences physiques et psychologiques nécessaires pour agir. Dans notre étude, elle renvoie à la littératie en santé, c'est-à-dire à la compréhension, la capacité à interpréter les recommandations, à relier les maladies entre elles et à les utiliser correctement. Beaucoup de patients possèdent une capacité cognitive correcte, mais une capacité fonctionnelle insuffisante. Ils comprennent la théorie, mais ils ne savent pas comment la traduire dans la pratique. La deuxième dimension, c'est l'opportunité. Il s'agit des conditions extérieures qui vont faciliter ou freiner l'action. Le temps, les moyens financiers, le soutien de l'entourage, les politiques de santé ou les dispositifs numériques. Là encore, les entretiens montrent des inégalités fortes. Certains patients ont des environnements facilitants, la famille, les ressources numériques, ressources professionnelles disponibles, tandis que d'autres vivent dans des situations plus isolées ou plus précaires. Et puis, troisième dimension, c'est la motivation qui correspond aux forces internes qui vont pousser à agir, par exemple la confiance, la peur, la fatigue, le sentiment de compétence, etc. Et là, les verbatim montrent que la motivation, c'est le maillon le plus fragile du système. Elle fluctue selon le contexte, selon le niveau de stress ou la qualité du soutien reçu. Donc à partir de cette grille, on a cherché à identifier les leviers d'action possibles pour les interventions en santé, et c'est là qu'intervient la contribution du marketing social. Le marketing social, il constitue vraiment une approche complémentaire puissante, puisqu'il s'agit d'appliquer des principes issus du marketing commercial, études des publics, segmentation, offre de valeur, communication adaptée, mais à des objectifs de santé publique et de changement comportemental. Ce qui va distinguer le marketing social, c'est sa logique aussi centrée sur la personne. On ne se demande pas seulement que veut-on que le public fasse, mais qu'est-ce qui l'aiderait dans sa vie réelle à pouvoir le faire. Donc cette approche, elle suppose 3 étapes clés. D'abord, comprendre les publics, identifier leurs freins, leurs motivations, leurs croyances, leurs contraintes concrètes. Ensuite, concevoir une offre comportementale, c'est-à-dire un ensemble d'aides, de messages, de dispositifs qui rendent le comportement souhaité attractif, facile, gratifiant. Et puis, mettre en œuvre et évaluer les interventions pour en mesurer l'impact réel sur les comportements.
Alors, appliqué à la santé, le marketing social permet de passer d'une prévention descendante, qui va être centrée sur l'information, à une prévention beaucoup plus participative et contextualisée. Donc, l'objectif n'est plus d'imposer un message, mais de créer les conditions du changement en agissant simultanément sur la capacité, l'opportunité et la motivation. Alors, cette logique a inspiré la conception du cadre LIFE que je vais maintenant vous présenter. Alors, le cadre LIFE, LIFE, ça veut dire Literacy and Individualized Framework for Empowerment. Il est né précisément de ce croisement entre les résultats empiriques, le modèle COMB et puis la philosophie du marketing social. LIFE, il vise à personnaliser les interventions de santé et de prévention selon deux axes fondamentaux, vous l'aurez deviné, le niveau de littératie en santé et le degré d'empowerment. L'idée est simple, les patients n'ont pas tous les mêmes besoins, ni les mêmes capacités, ni les mêmes ressources. Il faut donc sortir d'une logique one size fits all pour aller vers une prévention un petit peu plus sur mesure. Alors comment ça se traduit concrètement? Eh bien, voilà un petit peu la représentation du modèle. Comme je vous l'indiquais, LIFE repose sur le croisement de deux dimensions, le niveau de littératie que vous allez trouver en ordonnée, et puis le niveau d'empowerment ou d'autonomisation que vous allez trouver en abscisse. Et puis quand on croise les deux, eh bien, on va avoir quatre cadrans qui vont permettre d'identifier quatre profils de patients, chacun appelant une approche spécifique d'accompagnement. Je vais vous les décrire un à un avec quelques illustrations issues des entretiens pour que vous puissiez visualiser un petit peu la logique sous-jacente. Alors le premier profil, qu'on appelle les patients autonomes dangereux, c'est les patients qui ont un empowerment assez bon, mais une littératie faible. Ils ont confiance en eux, ils prennent des initiatives, mais parfois sur la base d'informations incomplètes ou erronées. On entend souvent je connais mon corps, je sais ce qui est bon pour moi. Sauf que ces patients peuvent par exemple ajuster seuls leur traitement, interrompre une insuline, adopter un régime trouvé sur internet sans en mesurer les risques. Donc il ne manque pas de motivation, mais il manque de repères fiables. L'intervention doit donc viser à corriger sans infantiliser. Il faut rétablir des connaissances justes tout en valorisant l'autonomie. Ici, le levier principal, ça va être les capacités. La capacité cognitive, c'est-à-dire la mise à disposition d'informations validées dans un format attractif, bien sûr, et crédible. Le deuxième profil, le deuxième cadran, ce sont les patients dits vulnérables qui sont difficiles à atteindre. C'est des patients à faible littératie et faible empowerment. Ils se sentent souvent un peu dépassés par la complexité de leur traitement et puis par les injonctions médicales. Ils expriment des phrases comme je fais ce qu'on me dit, mais je ne comprends pas vraiment pourquoi. Et voilà. Alors pour eux, la priorité, ça va être de restaurer la compréhension et la confiance. Et ça va passer par des supports pédagogiques simples, des messages visuels, des exemples concrets, et surtout par un accompagnement de proximité, humain, régulier. Alors dans le cadre LIFE, on va agir principalement sur la capacité, mais surtout sur les opportunités. Il faut donner les moyens de comprendre et créer un environnement rassurant. Le troisième profil, ce sont les patients dépendants des professionnels de santé. C'est des patients qui ont une bonne compréhension des enjeux de santé, mais qui ont un faible empowerment. Ils savent ce qu'ils devraient faire, mais ils doutent d'eux-mêmes, ils craignent d'échouer et ils se disent pas forcément capables de faire. On entend souvent des phrases comme « je comprends tout ça, mais j'arrive pas à le faire seul ». Ils ont donc besoin d'un soutien motivationnel, d'encouragement, de feedback positif et d'un cadre bienveillant. Donc les interventions ici, elles vont passer par la motivation, la codécision, la valorisation des petits succès, la création d'un climat de confiance. L'objectif, ça va être de transformer la compréhension en action en travaillant essentiellement sur la motivation. Et puis le quatrième profil, ce sont les patients dits autonomes et efficaces. C'est le profil le plus favorable, une littératie élevée et un empowerment fort. Alors c'est des patients qui comprennent bien leur maladie, qui comprennent bien leur traitement et qui vont gérer activement tout cela et qui savent demander de l'aide quand ils en ont besoin.
Alors pour eux, la priorité, c'est plus d'enseigner, c'est plus de motiver, mais ça va être de soutenir dans la durée ces bons comportements. Donc il va falloir maintenir la motivation, prévenir la lassitude et éviter des rechutes. Donc là aussi, on peut les impliquer davantage comme père aidant ou comme ambassadeur, car ils incarnent une forme de réussite inspirante pour les autres. Et dans le modèle life, on va représenter un petit peu ça comme la situation idéale, l'autonomie accomplie, et c'est le cadran vers lequel on voudrait faire évoluer les patients qui se trouvent dans les cadrans 1, 2 et 3. Ces quatre profils ne sont pas figés dans le temps. Une même personne peut évoluer d'un profil à l'autre au fil du temps, au gré des événements, selon son état de santé, ses ressources ou d'autres événements de vie. Life a donc pas vocation à étiqueter des individus, mais plutôt à guider les professionnels vers une approche plus différenciée, identifier où se situe le patient à un moment donné pour activer les bons leviers et l'accompagner dans un cheminement vers plus d'autonomie. Donc Life permet de passer d'un accompagnement qui est uniforme à une sorte de parcours plus autonomisé, plus individualisé, où chaque personne avance à son rythme, selon ses capacités, selon ses besoins. Et c'est précisément cette logique d'adaptation graduelle qu'on va maintenant décliner dans des applications concrètes du modèle. En effet, le cadre LIFE ne se veut pas simplement un modèle conceptuel. Il voudrait aussi être opérationnel, c'est-à-dire utilisable par les acteurs de terrain, que ce soit des professionnels de santé, des communicants, des associations ou des institutions. Alors, je vais vous donner ici plusieurs pistes d'application concrètes issues à la fois de nos analyses et des échanges avec des praticiens. La première application, c'est l'éducation à la santé. Le cas de Life, il peut servir à concevoir des ateliers différenciés. Par exemple, pour des patients dits vulnérables, on va privilégier des formats interactifs et expérientiels avec des jeux de rôle, des supports visuels, des exemples concrets, de la reformulation en langage simple. L'objectif, c'est de renforcer la compréhension de base et de développer un sentiment de compétence. Pour les patients dépendants qui comprennent bien mais qui n'osent pas trop agir seuls, là on va miser davantage sur des ateliers de codécision en groupe ou en binôme avec un soignant pour valoriser la parole du patient et puis stimuler la confiance. A l'inverse, les patients autonomes dangereux, très motivés mais mal informés, eux ils vont nécessiter plutôt une supervision, mais une supervision bienveillante, c'est-à-dire une validation des informations, un recentrage sur des sources fiables avec des feedbacks qui sont personnalisés. Les derniers, c'est les autonomes efficaces. Eux, ils peuvent devenir là des pères aidants formés à accompagner d'autres patients. On passe ainsi, on voit, d'une approche qui est verticale à une dynamique quand même plus circulaire d'apprentissage et de mentorat. Une autre application, ça peut être l'accompagnement thérapeutique. Dans le parcours de soins, Life peut aider à ajuster la posture du professionnel. Quand un patient montre peu de compréhension, il faut informer et expliquer. Quand il comprend mais il doute, il faut le rassurer, il faut co-construire. Quand il est autonome mais mal orienté, il faut recadrer mais sans brider. Et quand il est confiant et compétent, il faut valoriser et l'impliquer. Ces nuances, elles changent profondément la relation thérapeutique. Elles transforment une éducation qui peut être descendante en un accompagnement qui est participatif et qui est évolutif. Donc Life va aider à adapter le message, le canal et le degré de soutien selon le profil du patient, et c'est là tout son intérêt. Alors comme tout travail qualitatif, cette étude elle comporte bien sûr des limites et il est important de les reconnaître. La première, c'est la taille et la composition de notre échantillon. On a travaillé avec 30 patients diabétiques, principalement issus d'un environnement urbain et souvent déjà connectés à des réseaux de soins, soit la Fédération française des diabétiques, soit les maisons de santé de la région parisienne. Ça signifie que certaines populations, les plus précaires notamment, ceux qui sont isolés ou éloignés du numérique, sont probablement sous-représentés. La seconde limite, c'est qu'il s'agit d'un travail qualitatif et
même si l'analyse phénoménologique interprétative permet de comprendre la richesse du vécu, elle ne vise pas la représentativité statistique. Donc voilà, on a des résultats qui demeurent pour l'instant exploratoires et qui pourraient être vérifiés d'un point de vue quantitatif. La troisième limite, elle est liée au contexte temporel. La seconde étude, elle a été menée pendant la pandémie de Covid, donc c'est une période un peu à part. Les comportements de santé étaient fortement influencés par la peur, les restrictions, l'isolement, et donc ça a sans doute amplifié certaines perceptions, mais ça a permis en tout cas de mettre en lumière certains aspects. Et puis le dernier point, c'est que on n'a pas encore d'outils opérationnels pour classifier les patients, et donc on ne peut pas valider empiriquement le cadre LIFE. Donc aujourd'hui, il s'agit d'un modèle qui est fondé sur une triangulation qualitative, mais il devra être testé, mesuré et affiné à plus grande échelle pour confirmer sa robustesse opérationnelle, et j'espère pouvoir travailler sur ces éléments-là dans le futur. Alors ces limites, elles vont pas discréditer ou diminuer la valeur du cadre LIFE, mais elles rappellent que on est à un tournant exploratoire, voilà, et qu'il faut poursuivre la recherche pour consolider ce cadre. Alors ces limites, elles ouvrent justement des perspectives de recherche et d'application très stimulantes. Première piste, c'est la validation empirique du cadre LIFE. On envisage de développer un outil d'évaluation qui permettrait d'identifier le profil d'un patient à partir de questions simples. Cet outil pourrait être utilisé dans des centres de prévention, des hôpitaux, ou pour des campagnes de santé publique pour orienter les messages et les interventions. La deuxième piste, c'est l'extension à d'autres pathologies chroniques. Alors, le diabète constitue un terrain exemplaire, mais le cadre LIFE pourrait être appliqué à d'autres comorbidités, et on pourrait ainsi tester sa transférabilité à d'autres combinaisons de maladies et aussi d'autres contextes culturels. La troisième piste, c'est la conception et l'évaluation d'interventions différenciées. Ça veut dire développer des programmes concrets et les tester, les évaluer en termes d'impact sur la motivation, l'observance thérapeutique, la qualité de vie, la réduction des hospitalisations évitables. La quatrième piste, c'est l'intégration dans des politiques publiques. L'approche LIFE, elle pourrait nourrir la conception de programmes de prévention nationaux. Et puis, la cinquième piste, c'est la formation des professionnels. Former les soignants et les communicants à identifier les profils LIFE et à ajuster leur posture, ça pourrait transformer en profondeur la relation de soins et de prévention. Donc LIFE incite à une médecine participative ancrée dans les sciences comportementales et la compréhension fine des patients. Le cadre LIFE, vous l'aurez compris, il a pour ambition de repenser le paradigme de la santé chronique. On a longtemps pensé que l'information suffisait à changer les comportements. On sait que la connaissance est nécessaire, mais insuffisante, sans motivation et sans accompagnement. Donc la multimorbidité, ça rend en plus les comportements de santé encore plus complexes, car elle confronte les patients à des messages multiples et parfois contradictoires. Alors, notre modèle LIFE apporte une réponse, à mon sens, à cette complexité en articulant 3 leviers: la capacité, c'est-à-dire la compréhension, la compétence à agir, l'opportunité, c'est-à-dire la possibilité réelle d'agir dans son environnement, et la motivation, qui va être nourrie par la confiance, le soutien et la reconnaissance. En combinant ces 3 dimensions, en adaptant les interventions à chaque profil, on peut transformer l'information en pouvoir d'agir. Et c'est là que le marketing social joue un rôle clé. Il nous rappelle que le changement ne se décrète pas, il se co-construit par l'écoute, la compréhension et la co-création. Le cadre LIFE, ce n'est pas une théorie de plus, mais c'est un outil d'action pour concevoir des programmes différenciés, équitables et humanistes. Il s'agit de passer d'un modèle de prévention uniforme à une prévention sur mesure, adaptée à la diversité réelle des patients. Et c'est, je crois, une condition indispensable pour renforcer l'autonomie, la dignité et la santé des personnes qui vivent avec des maladies chroniques multiples. Alors je serais maintenant ravie d'échanger avec vous
d'avoir vos retours, vos questionnements, vos expériences, pour continuer ensemble à réfléchir à cette idée d'une santé véritablement empowerée, si je peux me permettre d'utiliser cette expression bizarre. Voilà, merci. Ainsi s'achève donc la présentation hein, du cadre LIFE. Et donc, bah, je vous invite à prendre la parole, à poser des questions si vous le souhaitez. Euh, et voilà, donc est-ce qu'on a des questions, des remarques, des suggestions? Merci beaucoup, Marie-Laure. Alors, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit autour de moi. J'aurais finalement, est-ce qu'il faudrait pas faire une étude live aussi pour le personnel soignant? Est-ce qu'ils sont vraiment prêts à ce changement quand même de paradigme qui est assez radical, hein? Ah, c'est une excellente question. Et qui l'a posée en fait? Parce que je ne vois pas Ah, qui... c'est Sylvie, pardon. Ah, merci Sylvie. Euh, alors oui, c'est tout à fait pertinent comme remarque. Évidemment, ce genre d'approche, il n'est pas concevable sans l'adhésion pleine et entière des professionnels de santé, que ce soit des soignants ou que ce soit même du personnel administratif. Et là, c'est, je vais dire, un travail plus qui porte sur, je pense, les bienfaits de la prise en compte de l'expérience patient pour le système de santé en général et également pour les soignants et le personnel qu'il faut mettre en œuvre. Donc, absolument, si on veut pouvoir utiliser Life, il faut aussi convaincre, j'allais dire, de sa pertinence, de son utilité d'autres acteurs et leur montrer que eux aussi ont tout intérêt à s'engager dans cette voie de différenciation et de personnalisation de leurs actions parce que ça va fluidifier en fait et consolider la confiance, la communication avec leurs interlocuteurs qui sont les patients et leurs proches. Donc oui, il faut sans doute concevoir en plus cet aspect d'embarquer les professionnels. Euh, Bonjour Marie-Laure, Bonjour excuse-moi, Boris, j'essaie de lever la main, mais il y a trop de boutons nouveaux, vas-y, prends la parole. pas littéraire, numériquement parlant. Donc merci pour cette présentation, c'est encore une fois très intéressant. J'avais pu voir ta première présentation lors de la conférence Absolument. en marketing social. Et donc, je me posais la question de savoir justement si tu avais déjà pu avoir l'opportunité d'engager en fait ce travail en commun avec le personnel soignant de manière générale. Parce que c'est vrai que dans mes souvenirs, avec maintenant tout ce qui est infirmier, infirmière pivot ou infirmier, infirmière de coordinatrice, de coordination, pardon, il y a cet essai de repérage justement des besoins des patients quand on passe la consultation d'annonce où on va justement annoncer une maladie X ou Y. Il y a ce personnel soignant qui va devoir repérer justement ce que les patients ont compris, où ils en sont, etc., et comment les accompagner pour avoir un peu euh, un chemin à tracer. Et ton outil semble extrêmement intéressant pour eux. On verrait vraiment l'utilité. Et je me posais la question donc de savoir si tu avais déjà pu commencer à un peu avoir cette mise en lien avec le terrain concrètement. Alors, merci pour cette question. Euh, alors, la mise en lien avec le terrain, je l'ai fait un petit peu, notamment grâce à la Fédération française des diabétiques. D'ailleurs, je crois que nous avons quelqu'un de la Fédé qui est là parmi nous, avec qui j'ai mené sur les années précédentes un certain nombre de travaux. Euh, et, euh, et donc, c'est plus dans, j'allais dire, la prévention primaire hein, qu'on a
pu essayer de segmenter un peu les publics pour adapter les discours. Alors, pas uniquement primaire, en fait, quand je réfléchis, quand on parle à des diabétiques qui sont fumeurs, on n'est plus dans la primaire, hein, on est dans la prévention secondaire. Donc, c'est des choses, oui, qu'on a travaillé ensemble. Alors après, le passage dans le milieu hospitalier, le milieu du soin à proprement parler, j'ai pas eu l'occasion. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui serait très très précieux et que j'aimerais beaucoup beaucoup mettre en œuvre. D'abord à titre de test, hein, toujours dans un esprit quand même de co-construction, de co-validation avec des professionnels pour affiner. Mais je serais ravie de pouvoir le faire, l'expérimenter. Et puis bah j'aimerais bien que ça devienne une recherche à venir. Voilà, donc s'il y a des pistes et des opportunités, bah, je suis tout à fait preneuse. J'attrape la balle au bon, hein, Boris. Bah, écoute, je reste ouvert aux opportunités, mais encore une fois, enfin, personnellement, moi, je vois l'intérêt et Ouais, ouais. et bien de justement répondre à ce qu'on voit sur le terrain. Donc, Ouais, ouais, ouais. Bah, en formation aussi, alors je l'ai un petit peu évoqué, hein, je pense que dans la formation aussi, alors la formation initiale des soignants et des encadrants et aussi la formation continue. Donc ça, bon, moi je le fais un petit peu en tant que enseignante, mais après, voilà, rentrer dans les établissements, ça c'est un pas supplémentaire qu'on n'a pas démarré encore. Je vois Stéphane Letissier qui lève la main. Alors, allez-y, prenez la parole. Merci. Bah, merci beaucoup pour votre présentation. Je suis pas un spécialiste du marketing social et pour contextualiser, moi je suis doctorant actuellement en troisième année là, sur notamment les entrepreneurs et leur expérience de vulnérabilité et je trouvais très intéressant ce que vous avez présenté. Je voulais déjà me poser une question, comment vous distinguez les consommateurs et les patients vulnérables? Parce que dans les littératies, moi j'ai pas mal été orienté sur les consommateurs vulnérables. Mhm. Enfin voilà, comment vous précisez, comment vous appréhendez le hiatus éventuel ou pas sur les deux? Alors là, c'est vrai que quand je parle de littératie, là, dans ce cadre, c'est de la littératie en santé, hein, c'est la health literacy. Euh, donc, on n'est pas sur de la vulnérabilité générale, on est sur une vulnérabilité par rapport aux thématiques bah, de santé de certains individus. Et quand ils sont vulnérables, c'est qu'on considère il y a un défaut soit de littératie, soit d'empowerment. On peut être vulnérable parce que voilà, on n'a pas les connaissances, ou on peut être vulnérable parce qu'on n'a pas les moyens de les mettre en œuvre aussi, hein. On peut savoir, mais ne pas avoir accès du tout à des moyens de soit de se soigner, soit de prévenir des problèmes. Donc la vulnérabilité, effectivement, que j'ai pas vraiment définie là, elle s'apprécie par, j'allais dire, des niveaux inférieurs au minimum nécessaire pour être autonome en termes de connaissances et de pouvoir d'agir. Maintenant, voilà, il faudrait définir des seuils, il faudrait pouvoir mesurer, et ça, c'est effectivement un autre gros chantier à venir sur lequel je commence à travailler avec bah, des différentes mesures, hein. Vous savez qu'il y a plein d'échelles de mesures de la littératie en santé, de l'empowerment, etc. Certaines sont très contexte spécifiques, donc il y en a beaucoup qui sont développées sur le diabète d'ailleurs, parce que le diabète, ça a vraiment été un champ de recherche, enfin c'est un champ de recherche très important, mais il ne faut pas que ça soit trop sectorisé non plus. Donc voilà, il y a des vraies questions sur l'opérationnalisation et donc voilà, donner des mesures de la vulnérabilité, ça en fait partie. Donc voilà, c'est pas des réponses forcément très opérationnelles que je vous donne, mais je suis d'accord. Enfin, je comprends votre question et, et je vois tout à fait son intérêt et je sais aussi voilà, ce qu'il faudrait pouvoir faire par la suite. Je crois que j'avais vu une main levée ou pas, non? Ah non. Bon, j'ai rêvé. J'ai Si je cru. peux poursuivre, parce qu'effectivement, Bien sûr, allez-y. je suis sur une thèse par essai, et donc le deuxième traite effectivement notamment des patients entrepreneurs et des consommateurs en errance médicale. Oui. Comment vous
les consommateurs en errance médicale par rapport au cadran à la fin, Les consommateurs en errance médicale. enfin, les Alors, consommateurs, enfin, c'est voilà, pas forcément c'est-à-dire qu'ils que sont là, moi, identifiés sur une vraiment, maladie. je les qualifie pas de consommateurs. Là, voilà, on est sur des individus et l'aspect de consommation est pas du tout, enfin, est pas central dans cette réflexion. Il peut être évoqué. Ces patients sont aussi des consommateurs, bien entendu, mais là, je les vois plus, je vais dire, comme des individus confrontés à des situations de comorbidité. La consommation peut tout à fait effectivement répondre à des problématiques et intervenir pour améliorer soit les capacités, soit les opportunités, soit la motivation. Mais donc l'errance thérapeutique, oui, là on est sur un défaut, j'allais dire, de prise en charge et probablement dans le cas des comorbidités, un défaut de coordination. Hein. Parce que souvent l'errance thérapeutique, c'est parce que les situations sont particulièrement complexes. Et là, c'est un peu, j'allais dire, le système de santé qui fonctionne par monopathologie, qui est peut-être, j'allais dire, le nœud du problème. Et je suis pas sûre que, alors, Life peut essayer d'aider, mais voilà, en soulignant le fait que bah, justement, il faut intégrer les choses et prendre en compte cette multimorbidité qui va être de plus en plus importante chez les patients pour éviter les problèmes d'errance. Mais ça dépasse, j'allais dire, euh, je pense là le cadre d'intervention, de prévention. Mais non, pourquoi ça dépasse? Non, non, ça en fait partie aussi en fait. Non, non. C'est en fait, j'avais pas pensé à l'errance thérapeutique et je vous remercie parce que c'est tout à fait, en fait, c'est tout à fait pertinent. Euh, et ça pourrait effectivement être une voie. Bah écoutez, voilà, vous voyez comme la discussion vient enrichir la réflexion. Merci beaucoup. Pour rien vous cacher, parce que c'est mon terrain d'entrepreneur qui m'a amené à ça et c'est des Ouais, entrepreneurs qui ont connu la même situation. Par exemple, vous avez des jeunes entrepreneurs qui ont été victimes du syndrome de l'intestin irritable, ce sont même pas une pathologie, parce que je ne savais ouais, pas les symptômes et pathologie, et en fait, qui ont construit une solution qui est adaptée à leur propre sujet et qui la partagent effectivement. Et donc, on a pas mal de situations d'entrepreneurs avec des consommateurs cibles qui sont dans une forme de vulnérabilité, mais qui n'arrivent pas à trouver des clés effectivement donc c'est un petit peu ça le sujet, mais j'ai beaucoup aimé votre présentation, effectivement, notamment sur l'empowerment. Il y a des choses que j'ai découvert, mais effectivement, j'ai cherché à rattacher par rapport à ce ouais. cadre spécifique, quoi, en fait. Oui, ça soulève vraiment beaucoup d'enjeux en fait auxquels on n'a pas sur lesquels on n'a pas forcément prise directement, mais oui, on voit quand même les opportunités que ça ouvre. Mais encore une fois, voilà, il faut pouvoir opérationnaliser. Il faut aller plus loin que le modèle conceptuel. Mais voilà, c'est justement en parlant, en faisant voilà un peu réseau, etc., que on peut justement avoir des pistes d'action et sortir du petit microcosme des concepts académiques pour en faire des véritables outils. Mais c'était très intéressant parce que, effectivement, moi, j'ai une partie en empowerment à un moment donné et c'était extrêmement fertile en termes d'analyse d'opérationnaliser, quoi. Merci beaucoup. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup. Je vois qu'il est 13h33 ou 31, je ne sais pas. Donc on va prendre congé et retourner à d'autres activités. Je mettrai en ligne prochainement donc le replay pour les personnes qui n'ont pas pu assister et qui voudraient quand même voir cette présentation. Et puis, bah, je vous remercie beaucoup de votre présence, de vos interventions. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des réflexions suite à ce webinaire, à nous les adresser, soit à moi directement, soit via l'Institut du marketing social. Merci à tous et Merci. très bon après-midi. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup.